Larguez les amarres, partez sur France 2. Les deux cosmonautes russes de Mir, de retour sur Terre, même durement éprouvés, ils doivent maintenant rendre des comptes. Images exceptionnelles de l'île de Montserrat dans les Caraïbes. Pour la première fois, des scientifiques ont pu approcher du pied de la soufrière. Le meurtre il y a un an de Caroline Dickinson en Bretagne, le juge d'instruction est dessaisi et la cour d'appel ordonne un contrôle génétique systématique sur l'ensemble de la population mâle de Plaine Fougère. Le tourisme fluvial, pour l'engouement, 200 000 adeptes, pour l'économie, un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de francs. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus dure sera la chute. Pas seulement parce que le capitaine Tsblibiev s'est plaint tout à l'heure du rude atterrissage de Soyouz sur le sol kazakh, mais aussi et surtout parce que les deux cosmonautes russes vont avoir à s'expliquer sur l'incroyable série d'incidents qui a touché la station orbitale Mir, qu'ils ont habité pendant 6 mois. Patrice Pellet. Un parachute dans le ciel du Kazakhstan. Pour les deux cosmonautes russes revenus sur Terre en début d'après-midi, la fin d'une mission que certains n'hésitent pas à qualifier de catastrophique. Les voilà donc ceux à qui tout est arrivé. Le feu dans la station Mir, la collision avec le vaisseau de ravitaillement, la déconnexion par erreur du système principal qui fournit l'énergie, des pannes et des problèmes à n'en plus finir, et ça a duré 6 mois. Ce matin, c'était les adieux. Vassili Tsibliev et Alexandre Lazoutkine, héros malheureux, saluent pour la dernière fois leurs camarades. Ils quittent cette station dans laquelle ils ont tant souffert. Ils n'auront pas l'honneur de la réparer, les responsables russes les ont déclarés d'office inaptes pour effectuer ce travail. Ils ont quitté la station avec le cœur lourd et du vague à l'âme. Mais le plus dur est encore peut-être à venir. Arrive maintenant le temps des comptes à rendre. Sergueï Kigalev, le directeur des vols, les a convoqués. Ils devront expliquer leur version des faits. Si leur responsabilité est établie, les deux hommes pourraient être lourdement sanctionnés. Et après l'accueil chaleureux au Kazakhstan, c'est déjà avec l'allure du condamné qu'ils ont gravi les marches de l'avion qui les a ramenés à Moscou. Et les deux collègues russes qu'ils ont remplacés dans la station Mir, où ils ont rejoint l'américain Fall, tenteront le 20 août prochain les opérations de réparation. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes décide de dessaisir le juge d'instruction en charge de l'enquête sur le meurtre de la jeune Britannique Caroline Dickinson. C'était en juillet 1996 à Plaine Fougère en Ille-et-Vilaine. Cette juridiction ordonne par ailleurs à la demande des parents de la victime que soit mis en œuvre un contrôle d'ADN systématique sur l'ensemble des hommes de 15 à 35 ans du village. Vincent de Guyenne, Éric Delagneau. Un an après le drame, les parents de Caroline Dickinson s'impatientaient, accusaient les enquêteurs français d'avoir commis des erreurs. Aussi, quand la cour d'appel de Rennes a déchargé le juge d'instruction du dossier et annoncé la mise en œuvre de tests ADN sur les hommes de Plaine Fougère de 15 à 35 ans, leur réaction fut positive. Nous sommes vraiment très heureux que la cour d'appel ait décidé de reprendre le dossier en main et aussi d'effectuer les mesures d'investigation que nous avions demandées et qu'on nous avait refusées. Ces investigations seront désormais menées par Renaud Van Ruynbeek, conseiller auprès de la cour d'appel. Il devra tenter d'expliquer comment Caroline, cette écolière anglaise de 13 ans, a pu être violée puis assassinée en pleine nuit dans une auberge de jeunesse sans qu'aucune des 4 amies qui partageaient sa chambre ne s'en rende compte. Depuis un an, l'enquête marque le pas, en France comme en Grande-Bretagne. L'interrogatoire des enfants et des accompagnateurs ne donne rien. Un SDF avait bien été arrêté, il avait avoué le meurtre après 45 heures de garde à vue, mais 8 jours plus tard, les tests génétiques l'innocentaient, l'enquête repartait à zéro. L'analyse de l'ADN présente un risque d'erreur d'1 sur 1 million. Et c'est pour cela que les parents de Caroline demandaient un test systématique sur la population masculine du village, prête à collaborer aujourd'hui. De toute façon, il faut que la lumière soit faite, hein. De toute façon, que justice soit faite. Celui qui a fait le crime, qu'il soit puni. Et celui qui a la conscience tranquille, il n'y a rien de gênant, hein. Certains expriment aussi leur étonnement de voir contrôler seulement les hommes de Plaine Fougère et non ceux des communes environnantes. Mais cette démarche, même si elle n'aboutit à aucune arrestation, permettra au moins d'avoir la certitude que le criminel n'est pas du village, aux enquêteurs ensuite d'explorer d'autres pistes.
Dans les Caraïbes, la soufrière de Montserrat s'est relativement calmée, mais un nouveau dôme de magma se forme et continue de grandir à l'intérieur du cratère. France 2 sur place, Patrice Romden, Jean-François Renoux. Pour la première fois, une équipe de scientifiques a pu approcher du pied de la soufrière, malgré les risques, comme vous allez le constater sur ces images. Pour bénéficier d'une zone d'exclusion, la soufrière ne s'en laisse pas moins approcher. Pour la première fois depuis la destruction de la ville, une équipe de scientifiques accoste à Plymouth. L'impression d'être monté dans la machine à accélérer le temps pour s'enquérir de l'état du monde lorsqu'il n'existera plus. La ville émerge de la poussière, on s'enlise à souhait dans ce tapis de cendres par endroits épais de 2 mètres. Il y avait un centre-ville, une cabine téléphonique, on vivait ici, avant que la banque ne se fasse braquer par le volcan. Soudain, des cris, une seconde de fascination avant de réagir. Notre équipe de chercheurs reporte s'inédier son rendez-vous avec le savoir. Éruption, un peu comme si la montagne dévalait ses propres pentes, les coulées de cendres déboulent à 300 km/h, vite, le bateau et l'envie de raconter. 2 détonations, nous levons les yeux, c'est l'éruption, c'est des coulées pyroclastiques qui foncent vers nous, le volcan qui nous disait « Fichez le camp, cette ville m'appartient ». Il y a 2 têtes, pour moi en tout cas, il y avait la tête du scientifique qui voulait tout observer, qui voulait tout voir, donc il ne fallait pas perdre des yeux cette coulée pyroclastique qui s'avançait très vite vers nous à une vitesse qu'on peut estimer à 300 km/h. Elle était à 4 km et en même temps il fallait détaler, il fallait partir. 120 secondes pour un sauve-qui-peut mémorable. Le cratère est à 6 km de là et voilà ce qu'il dégage à la verticale de l'embarcation. L'opacité de ce mur de cendres masque la énième mort de la ville. Sur le bateau, la troupe a repris des couleurs et quelqu'un s'est même permis de demander à haute voix « Tout le monde est sur le bateau ?» Tout le monde était sur le bateau. La pollution sur plusieurs villes de France a diminué d'intensité. À Paris, le préfet de police a cependant maintenu certaines limitations de circulation. D'autres villes ont été touchées, comme Marseille ou Grenoble. Dans un entretien au Figaro, le ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, se déclare favorable à une évolution de la fiscalité favorisant les carburants peu polluants. Ses services travaillent également à la mise en place d'une pastille verte qui identifierait les véhicules pouvant circuler en cas de pic de pollution. Anne Poncinet, Didier Dahan. Fallait-il appliquer dès mardi le système de la circulation par plaque alternée? Les faisceaux des capteurs ne diagnostiquaient qu'un niveau 2, dit niveau d'information, mais Corinne Lepage aurait trouvé pédagogique de tester sans attendre la mesure initiée par sa loi. Les mesures qui sont prévues actuellement à Paris consistent à mettre en marche, si je puis dire, la circulation alternée lorsqu'on est en niveau 2 avec risque de niveau 3. Peut-être pourra-t-on encore sévériser le dispositif en considérant que lorsqu'il y a eu plusieurs jours de niveau 2, eh bien, il faut d'ores et déjà passer à la circulation alternée. Je me rappelle du reste que c'est ce qu'avait souhaité Dominique Voynet lorsqu'elle était hors du gouvernement. Réponse de la ministre à l'ancienne ministre, la circulation par plaque alternée n'est qu'un pis-aller. Ce qui serait vraiment pédagogique serait de mettre en place les vignettes vertes. Seuls les véhicules ainsi estampillés pourraient circuler les jours de pic de pollution. En fait, la fameuse pastille n'est pas une nouveauté, elle figurait déjà dans la loi Lepage. Dominique Voynet a bien tenté d'accélérer sa mise en place, en vain. On souhaitait mettre en place la pastille verte en même temps que la vignette automobile. Or, pour la vignette automobile de 1998, c'est déjà trop tard. Ce qui signifie donc que la pastille verte ne pourrait être mise en place qu'au début de 1999. D'autant que les arbitrages ne sont pas terminés pour savoir qui sera vert et qui ne le sera pas. Vert, les voitures électriques et GPL bien sûr, mais aussi les essences catalysées. Les dieselistes voudraient aussi que leurs véhicules soient verts, au moins les diesels catalysés, c'est-à-dire datant d'après 97. Leur cas reste à trancher, ainsi que celui des motos. Les fortes chaleurs continuent. Les services médicaux doivent faire face à des cas de déshydratation, essentiellement chez les personnes âgées. Celles-ci n'intègrent pas forcément l'idée qu'il est nécessaire, quand il fait chaud, de boire sans soif. Gilles Marinet, Clément Segel. Milieu de journée, sur la ville, le soleil donne sans compter. Aux abords des fontaines, la fraîcheur n'est qu'une illusion. Dans ces petites rues, par une chaleur de 30 degrés à l'ombre, faire le marché n'est pas une promenade de santé. Et dans l'après-midi, ce sera encore pire. À l'après-midi, les gens âgés ne sortent pas. Hein. Non, ils évitent de sortir.
C'est logique. C'est très chaud. C'est dur pour nous de revenir l'après-midi. Alors, rester chez soi, bonne idée, à condition de le faire en compagnie d'une provision d'eau suffisante, ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi, je n'ai jamais soif. Alors, c'est ça qui est le plus triste. Ah oui, mais il faut se forcer par cette chaleur. Je force. Même sans fournir d'efforts physiques, une personne âgée doit actuellement consommer 2 litres d'eau par jour. Sinon, il y a risque de déshydratation. C'est ce qui est arrivé à Gabriel, 87 ans. Pas tellement soif, hein. Je bois par force, mais je peux pas dire que j'ai soif. Et j'ai plus soif l'hiver avec la chauffage que l'été. Pourtant, c'est maintenant qu'il faut boire beaucoup. J'ai pas tellement soif. C'est ça. Mais la petite bouteille d'eau que vous avez tout à l'heure, il faut continuer à boire un petit peu tout le temps. Je vais en boire. Hein? De toute façon, on vous en donne aussi par la perfusion. D'accord. Un peu partout. Oui. De l'eau dans tous les sens. De l'eau. Gabriel s'en sortira bien, mais depuis le début de la vague de chaleur, le service d'urgence de l'hôpital Rothschild, comme d'autres à Paris, accueille des victimes de déshydratation, un état qui parfois conduit au coma et à la mort. Une délégation de l'hôpital d'Avallon venue à Paris défendre le maintien de l'établissement dont l'activité a été partiellement suspendue suite à des accidents a obtenu du ministère de la Santé des assurances sur le renforcement de l'équipe médicale. Il devrait permettre une réouverture dans de meilleures conditions. La semaine prochaine, l'actualité sera donc dominée par les journées mondiales de la jeunesse. La sécurité de Jean-Paul II sera assurée par la police française. L'heure est au dernier repérage et aux répétitions générales, notamment pour les hommes de la protection rapprochée. Agnès Varamian, France Vaillant. Ils seront une vingtaine, tous policiers français du service de protection des hautes personnalités. L'un conduira la papamobile, l'autre sera le passager avant et 6 de leurs collègues marcheront autour du véhicule, comme ici, au Champ de Mars, lorsque le Saint-Père saluera la foule. Les gens vont être tellement émus de voir, le pape, qu'il va y avoir un excès d'émotion. Et c'est vrai, c'est là le débordement de la foule, le débordement, l'émotion qu'il faut essayer de canaliser, justement de calmer, quoi. Hier soir, dans Paris, la protection rapprochée chronométrait tous ses déplacements. Les conducteurs ont repris la papamobile en main. L'année dernière, 4 policiers étaient à Rome en formation. S'ils nous demandent d'allumer la lumière, par exemple, c'est des boutons spéciaux. S'ils nous demandent de baisser la clim, c'est pareil. S'ils veulent nous échanger quelques paroles par micro, c'est pareil. Parce que nous, on n'entend pas ce qu'il dit derrière. Parce que là, c'est pareil, c'est bien dit. Dernière étape des vérifications, l'hippodrome de Longchamp. La hauteur du tunnel du champ de course est limitée à 2,90 m. Le passage est donc délicat. Ça va bien sous le tunnel, il faut aller très doucement en entrée et en sortie. Mais on pensait que ça passait, mais on voulait simplement le vérifier. Et ça passe. Tard dans la soirée, les hommes de la protection rapprochée répétaient encore. La semaine prochaine, ils scruteront chaque regard, chaque geste. Et si la foule franchit les cordons de sécurité ou si le pape a un malaise, un hélicoptère se posera sur l'arrière de la pelouse de Longchamp pour l'évacuation. Intéressons-nous maintenant à l'organisation des sites où se dérouleront les manifestations qui doivent accueillir, outre le chef d'État Jean-Paul II, je vous le rappelle, plusieurs centaines de milliers de jeunes. Pascal Doucet-Bon, Alain Dubas. Ultime visite préfectorale avant le jour J. C'est le chantier de l'année pour la police. Du point de vue de l'ordre public, les Journées mondiales de la jeunesse, c'est avant tout la mobilisation de 7000 fonctionnaires, plusieurs mois de travail. Cela coûtera cher, sans plus de précision pour l'instant. Non, c'est celui d'après où il y a les ordinateurs. On le chiffrera en hommes le moment venu. Ce qui est l'idée principale qu'il faut retenir, si vous le voulez bien, c'est que c'est un devoir de la part de l'État et de la part de la préfecture de police de faire face à cet événement avec les moyens qui conviennent. Longchamp est loin d'être seul concerné. 59 sites parisiens accueilleront diverses manifestations. Voici le poste médical avancé de l'hippodrome. En tout, 680 médecins, infirmiers et secouristes seront à pied d'œuvre. On ne s'attend pas, sous réserve que tout se passe bien, à de grosses pathologies. Il s'agit quand même d'une population d'adultes jeunes réputés en bonne santé. Le Champ de Mars et l'hippodrome disposeront même de commissariats de police judiciaire. Pickpocket s'abstenir. Il va falloir aussi faire stationner 1300 cars le long des quais de Seine et sur l'avenue Foch, un beau balai en perspective. Enfin, du côté du Champ de Mars, les 19 et 21 août, plusieurs artères seront interdites au stationnement et à la circulation. Même chose au Bois de Boulogne, du 22 au 24. Pour tout renseignement à ce sujet, vous pouvez appeler la préfecture de police au 01 53 71 33 80 à 84.
Les évêques de France ont été invités à lancer d'ultimes messages pendant le week-end du 15 août pour inciter les jeunes Français à se rendre à Paris. Leur mobilisation est estimée quand même à 70 000 personnes. Dans le quotidien Le Monde, Monseigneur Dubost, le président des Journées mondiales de Paris, attribue cette désaffection relative à une crise de transmission des valeurs. Mais il questionne également quel parti, quel syndicat en France garde une telle capacité d'attraction. En Inde, comme au Pakistan, on fête le 50e anniversaire de l'indépendance. Dans ce dernier pays, les violences se poursuivent au Pendjab entre chiites et sunnites. Le Pakistan compte 140 millions d'habitants. 2/3 des adultes y sont illettrés et 40% du budget y sont consacrés à la défense. Les régimes militaires s'y sont succédés et la tension avec l'Inde est constante. Thierry Tuillier. Le style rappelle immanquablement l'Empire des Indes. Mais la fanfare célèbre bien l'indépendance du Pakistan. Le pays est né en 1947 d'une partition des Indes britanniques. À l'ouest et à l'est, le Pakistan occidental et oriental, qui deviendra plus tard le Bangladesh, regroupe alors la population à majorité musulmane. 50 ans plus tard, le Pakistan fait mine d'oublier que l'indépendance provoqua une guerre avec l'Inde qui fit 1 million de morts et jeta sur la route des millions de réfugiés. Rien ne manque à la fête et surtout pas les scènes de liesse populaire où l'on exalte le sentiment national. Plus à l'est, le frère ennemi indien fête lui aussi son indépendance. Aux lumières d'Islamabad, la pakistanaise, succède celle de Delhi, l'indienne. La commémoration n'est pas fastueuse, c'est même, dit-on, dans une relative indifférence que s'est préparé l'événement. Les rues de New Delhi ont pourtant été envahies par une foule convergeant vers le Parlement, d'où il y a 50 ans, à minuit pile, Nehru, le premier ministre indien, proclamait l'indépendance. En Inde, justement, le président, le premier intouchable à occuper ce poste, appelle à combattre la corruption qui gangrène le pays et la société. Ici comme ailleurs, certaines fortunes ont pu se faire très rapidement. Thème du reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Monnier, Roger Motte, Jean-Claude Vargas, les entrepreneurs et les financiers de Bombay, la plus grande ville indienne, et pour cause, chaque jour 400 familles viennent s'y installer. À 44 ans, Pradip Shah est l'archétype du financier heureux. L'Inde en pleine croissance économique a besoin de capitaux et son métier, c'est justement de lui en trouver. Associé au célèbre financier américano-hongrois George Soros, son fonds d'investissement, l'Inde-Océan, compte des participations dans 11 sociétés indiennes, du pétrole au textile, en passant par l'industrie automobile ou le matériel médical. Fils de médecin, diplômé d'Harvard, sa première affaire c'était en 86, une fabrique de biscuits. Le succès ne s'est pas démenti. Son appartement, des beaux quartiers, n'a rien au palais. Il n'en est pas moins luxueux selon les critères de Bombay, l'une des villes où l'immobilier est le plus cher au monde. Comment vous vous définissez, comme un golden boy ? Je suis un garçon très chanceux, si c'est ce que vous voulez dire. Non, je crois que nous avons commencé les affaires au moment où les choses s'amélioraient. Dans les années 70, puis dans les années 80, doucement, les réformes ont produit leurs effets. Et ça s'est accéléré dans les années 90. Ça a été une période de rêve pour nous. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour quiconque a quelque chose à proposer. Un état d'esprit qui domine désormais à Bombay. La ville la plus peuplée d'Inde est aussi économiquement la plus puissante. On trouve là les plus grandes entreprises. Bombay fournit à elle seule 50% des recettes fiscales du pays. Plus vite qu'ailleurs, on a su tirer parti de la libéralisation de l'économie entamée en 1991. Pas étonnant donc d'y trouver aussi 3 bourses. DG Damani règne sur la plus puissante. De son bureau, il domine la ville. La municipalité a accordé une dérogation au permis de construire pour que sa tour dépasse toutes les autres. D'un œil distrait, il surveille les cours, sûr de l'intérêt du marché pour l'économie indienne, dans un contexte pourtant fébrile en ce moment en Asie. Optimiste donc, à une condition cependant. Tout ce que nous avons appris, c'est que quand les politiciens ne cessent de se battre, il faut que l'économie continue à progresser. Ça ne doit pas arrêter les affaires. C'est ça, c'est ce dont nous avons besoin. Je suis allé voir le président, le Premier ministre, lors de la dernière crise, et je leur ai dit, s'il vous plaît, séparez les décisions économiques des décisions politiques. Dans la rue, une foule de petits porteurs échangent des actions.
En 1992, un scandale politique avait provoqué un krach boursier. Il a fallu 4 ans pour que les épargnants retrouvent la confiance. Depuis le début de l'année, c'est chose faite. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a reçu l'ordre d'alléger le bouclage de la bande de Gaza. Le blocus de 2 autres villes autonomes palestiniennes de Cisjordanie doit également être levé. Une décision qui intervient après le départ de l'émissaire américain, mais qui ne change pas significativement l'état de tension dans la région. Véronique Tavo. Bouclage total, zone militaire interdite au point de passage entre Israël et Gaza. Un blocus imposé comme lors de chaque attentat par Israël, presque 2 semaines maintenant. Alors aujourd'hui à Gaza, on parle de véritable asphyxie économique, de situation catastrophique. Au comité islamique, au cœur de la ville de Gaza, le défilé est incessant, le bureau ne désemplit pas. Dans cette organisation caritative proche du Hamas, on a pris les choses en main très vite. Argent distribué aux familles, nourriture, aide médicale, tout est prévu, avec pour les responsables du comité bien sûr, l'espoir de récupérer tôt ou tard quelques dividendes politiques. Ce qu'Israël est en train de préparer ici, c'est un foyer très actif pour le terrorisme. Si les jeunes n'ont pas d'avenir, que tout est bloqué, c'est l'intégrisme, le fanatisme et le terrorisme qui vont se développer. Parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Aujourd'hui, avec l'argent d'un donateur, 50 kilos de viande ont été achetés par le comité. Ils sont aussitôt distribués dans le quartier à ceux qui en ont le plus besoin. Dans cette maison, 2 familles vivent entassées et plus aucun salaire ne rentre depuis 2 semaines. 9 enfants à nourrir. Avec ces 2 kilos de viande, Ritam espère tenir 2, peut-être 3 jours. C'est grâce à l'aide du comité que l'on survit ici. La situation est de plus en plus difficile et les enfants ont faim. Un peu de viande, de la pastèque, mais après de nouveau plus rien. Ritam espère une levée rapide du bouclage de Gaza pour que son mari retourne travailler et pour que ses enfants retrouvent le sourire. Aux États-Unis, les recherches ont repris ce matin en Arizona pour tenter de retrouver les 10 touristes portés disparus. Ceux-ci parmi lesquels 7 Français ont été surpris par une brusque montée des eaux dans un canyon. France 2 aux États-Unis, Philippe Gassot. Depuis hier, seul un corps, celui d'une femme, a été retrouvé. Il se pourrait que les 10 autres disparus soient enfouis sous la vase, qui par endroits dépasse 1 mètre de profondeur, ou qu'ils aient été emportés jusqu'au lac Powell, tout proche. C'est un orage qui a surpris les amateurs de trekking qui découvraient à pied Antelope Canyon en Arizona. Des groupes de volontaires continuent à explorer les moindres failles où un corps aurait pu être coincé. La masse et la force de l'eau sont venues des hauteurs, derrière moi, descendant dans ces canyons très étroits en dévalant avec une force incroyable. Les témoins du drame indiquent que c'est un véritable mur liquide de 3 mètres de haut qui a surpris les touristes, 7 Français, 2 Américains, 1 Britannique et 1 Suisse. Le seul rescapé, le guide de la société organisatrice de trekking, doit la vie et la force de ses bras. Il s'est accroché à une branche. Le courant était si fort que ses vêtements ont été arrachés. Il est actuellement soigné à l'hôpital de la ville de Page. Selon un journal local, des Indiens auraient tenté de dissuader les randonneurs en raison des risques d'orage. Cependant, aucun accident semblable ne s'est produit dans la région depuis plus de 10 ans. Une famille a-t-elle décidé l'assassinat de l'un de ses membres accusé d'être violent? Près de Melun, un enfant de 12 ans aurait tué son père. Il a été mis en examen pour assassinat. Sa mère et ses sœurs sont-elles accusées de complicité? Les responsabilités restent à établir dans ce complot familial. Valérie Hermite, Philippe Jasselin. La police judiciaire de Versailles n'a pas cru longtemps à la thèse du cambrioleur. 5 jours après les faits, la famille Ferroun a avoué le meurtre du père de famille. Après que le père soit rentré au domicile, 3 de ses enfants auraient commis ce crime. Le fils, le plus petit des enfants, serait en possession de l'arme. 2 autres de ses sœurs l'auraient aidé à tuer le père. Selon la version présentée par la famille, alors que la mère et l'une de ses filles étaient à la pharmacie juste à côté, le petit garçon âgé de 12 ans, entouré de sa sœur de 27 ans et d'une nièce mineure, se serait emparé de la carabine. Le mobile serait la violence d'un père qu'une famille tout entière ne supportait plus. Les voisins ont tous été très surpris. Il avait l'air d'être gentil ce monsieur, mais loin de là de se douter qu'il serait un peu violent, quoi, avec ses enfants, quoi.
Le projet d'assassinat aurait été fomenté par la famille depuis plusieurs semaines. Si les faits s'avèrent exacts, le meurtrier présumé n'ira pas en prison. Loi sur les mineurs oblige. Du fait de son âge, à savoir qu'il a moins de 13 ans, il n'encourt pas de peine d'emprisonnement, il ne peut faire l'objet que d'une mesure éducative, d'assistance ou de surveillance, c'est ce que dit le texte. Alors, d'une façon très simple, ça peut consister, comme actuellement, dans un placement dans un foyer. À l'intérieur de la maison, le beau-frère de la victime est sous le choc, d'autant que la mère de famille et les 3 filles encourent pour complicité d'assassinat 20 ans de réclusion criminelle ou la perpétuité. Autre chose, les Pyrénées font désormais l'objet d'un maillage serré pour repérer les mouvements sismiques. Il y a 30 ans, jour pour jour, le village d'Arrête était quasiment rasé par un séisme qui avait fait un mort. Reportage François Privat, Philippe Ritten. Dans les Pyrénées, la terre tremble quasiment tous les jours, même si on ne le ressent pas. Alors, la chaîne de montagnes est auscultée en permanence. Au-dessus d'Arrête, dans la vallée de Barretous, 9 capteurs sismiques sont régulièrement inspectés. Ils transmettent des informations à la petite station sismologique située en plein cœur du village. C'est Jean-Michel, un employé municipal qui contrôle les appareils. Le dernier événement enregistré date du 10 août, donc il y a quelques jours. Voilà, c'est un petit événement sismique qui a eu lieu en Haute-Soule, le canton voisin. À Toulouse, les chercheurs de l'Observatoire Midi-Pyrénées estiment qu'un séisme de magnitude 6 est possible tous les 150 ans. C'est pas une activité sismique énorme par rapport à certaines régions du globe, mais ça justifie quand même qu'on installe un réseau de surveillance parce qu'il peut se produire des tremblements de terre très importants, comme ça s'est vu dans le passé et comme ça se reproduira dans l'avenir. 14 août 1967. Le village d'Arrête est détruit à 80%. Par miracle, on dénombre une seule victime. En tout cas, sur 220 maisons, 200 sont absolument sinistrées et à faire sauter au bulldozer et tout le village est à reconstruire. Nous sommes vraiment navrés. Le clocher et la totalité de l'église devront être rasés. 4 ans plus tard, le bâtiment est reconstruit à l'identique. Aujourd'hui, Arrête est un village de maisons récentes. Ces chalets ont accueilli des sinistrés. Certains y habitent encore. Comme tous les villageois, l'actuel maire d'Arrête, Joseph Arègle, filmé ici en 1968, n'a pas voulu quitter ses racines. À toute heure du jour et surtout avant de s'endormir, on pensait à cette catastrophe. Maintenant, beaucoup moins et on a appris à vivre avec. C'est surtout apprendre à vivre avec. C'est pas de l'inconscience, hein. C'est apprendre à vivre avec. Les maisons, désormais conçues dans le respect des normes antisismiques, coûtent 15% plus cher. Mais les habitants d'Arrête savent qu'un nouveau séisme est toujours possible. L'époque est au vert et à la nature. L'engouement pour le tourisme fluvial ne se dément pas. 200 000 personnes embarquent chaque année pour parcourir fleuves et canaux. Une activité qui génère 1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Reportage en Côte d'Or, Sébastien Vibert, Régis Maté. Guy, Yolande et leurs amis sont ravis. C'est la première fois qu'ils louent un bateau, 10 000 francs la semaine, et les paysages des bords de Saône les ont enchantés. Mais Saint-Jean-de-Laune, ville-étape recommandée par tous les guides touristiques, ne restera pas comme leur souvenir le plus flamboyant. On n'y reste pas trop, c'est une escale. Les gens n'y restent pas trop d'abord. Ils s'arrêtent, ils font leur plein d'eau, il reste une nuit ou deux, mais c'est pas un centre où les gens se promènent bien autour, quoi. Hein. Voilà toute la question. Saint-Jean-de-Laune, petite commune de 1350 habitants et un site exceptionnel. Carrefour de la Saône et du canal de Bourgogne. 5000 bateaux de plaisance y passent chaque année. C'est le premier port fluvial touristique de France. Quand il est arrivé en 1980, Charles Gérard était l'un des seuls ici à croire à la plaisance et à ses retombées économiques. Ses origines allemandes et sa maîtrise de l'anglais ravissent les touristes, principalement étrangers, attirés par les tables et les paysages de Bourgogne. C'est très bien ici. Il y a tout ce qu'il faut, de bons restaurants, les gens sont gentils. Sa société d'outillage, de réparation de bateaux et de location d'anneaux sur les pontons emploie 10 personnes et bientôt 2 ouvriers supplémentaires. Je crois qu'il y a environ 120 personnes qui travaillent avec les bateaux de plaisance. Il y a plein de nouvelles sociétés qui s'occupent des bateaux, que ce soit qui font du polyester, de la menuiserie, de la peinture. Il y a un gars qui veut s'installer qui fait que de l'électricité de bateau. L'écluse du canal est actuellement en plein chantier et 4 entreprises travaillent directement pour les bateaux.
Les élus de Saint-Jean-de-Laune sont convaincus qu'une partie des 60 boutiques de la commune ne doit sa survie qu'aux plaisanciers, même de passage. Depuis plus de 10 ans, de vastes projets d'aménagement du port ont été étudiés sans jamais voir le jour, faute de financement. Aujourd'hui, un nouveau programme prévoit d'investir 25 millions de francs d'argent public sur 10 ans. Athènes et ses championnats du monde d'athlétisme ont déçu par manque de performance mondiale. En quelques heures, hier, le meeting de Zurich a refait le retard. 3 records ont été battus sur le stade de Letzigrund. Les raisons de cette belle soirée, Laurent-Frédéric Bollet. Il y a de ces injustices. 300 000 Athéniens en 10 jours n'auront vu aucun record du monde, alors que 20 000 Zurichois en auront vu 3 en un soir. Les lingots d'or suisses promis aux meilleurs n'expliquent pas tout, car après tout, la dotation financière globale pour un record du monde était inférieure à celle des championnats du monde. Il faut donc aussi se souvenir qu'en meeting, on n'est pas aussi stressé qu'en grand championnat, qu'il y a des lièvres efficaces, que les organismes sont encore en forme optimale pour les meilleurs, et qu'enfin la piste de Zurich, souple et rapide, est propice aux grandes performances. Ainsi est Haile Gebrselassie qui pulvérise le meilleur temps sur 5000 mètres de plus de 2 secondes. À 24 ans, l'Éthiopien, déjà recordman du monde sur 10 000 mètres, champion olympique, multi-champion du monde, entre dans la légende de l'athlétisme. Cet homme ne mesure qu'1,64 m, mais c'est un géant de la piste aux étoiles. Sur 800 mètres, le record de l'anglais Sebastian Coe aura finalement tenu 16 ans, jusqu'à ce que Wilson Kipketer se sente pousser des ailes. 1,41,24, une demi-seconde de mieux pour le Danois d'origine kenyane, Kipketer qui porte à 23 le nombre de records du monde battus à Zurich. Et ça n'est pas tout. Après Wilson Kipketer, voici Wilson Boit Kipketer, oui, un homonyme, sergent dans l'armée kenyane, et depuis hier, meilleur homme sur le 3000 mètres steeple. 7,59,08, un dixième de mieux pour le tout nouveau champion du monde de la spécialité. Bref, il y a des soirs comme ça où l'athlétisme est presque pris d'un grain de folie. Ce week-end à Val d'Isère a lieu le traditionnel salon du 4x4. Ce secteur est en meilleure santé que l'ensemble du marché automobile. On n'y a enregistré que 12% de baisse de vente sur le premier semestre, contre 21%. Luc Bassise. Un tout-terrain ne se conduit manifestement pas comme une voiture classique. Certains parviennent mieux que d'autres à négocier les difficultés de la montagne. Ici, tous les 4x4 du marché sont présents pour montrer ce qu'ils savent faire. Les démonstrateurs embarquent les visiteurs dans leur engin comme pour un tour de manège. On va du plus simple au plus difficile, ce qui permet de tester tout type de véhicules. Il y a des endroits extrêmement simples où on pourra tester des véhicules de 4x4 mais tout à fait de piste ou toute adhérence, et des endroits extrêmement difficiles où on pourra tester les véhicules les plus sophistiqués au niveau franchissement. Dans un marché automobile en baisse de 23% depuis le début de l'année, le 4x4 résiste mieux à la morosité. En fait, il représente 2% du marché aujourd'hui contre 1% il y a 5 ans. Le 4x4 correspond tout à fait aux attentes d'une nouvelle frange de clientèle qui veut peut-être un petit peu plus d'évasion, un petit peu plus de détente, et donc le 4x4 est bien pour ça. On a pratiquement maintenant plus de entre 50 et 60 modèles offerts sur le marché avec des modèles très divers, alors qu'il y a quelques années on comptait pratiquement une quinzaine à une vingtaine de modèles. Et les nouveautés continuent à se multiplier, mais il est toujours difficile de trouver un modèle inférieur à 150 000 francs. Un prix encore dissuasif. Les constructeurs français commencent quand même à s'intéresser à ce marché. Ils n'ont fabriqué pour le moment que ce prototype qui pourrait un jour devenir réalité. Mettre le cinéma à portée. 300 villes françaises accueillent comme chaque année l'opération Un été au ciné. Le CNC, les ministères de la Culture et de la Jeunesse, les collectivités locales financent à hauteur de 20 millions de francs une manifestation qui vise à dynamiser, par la projection de 2000 films, les quartiers défavorisés. Au Briet de l'Air, Franck Brisset. Même le soleil d'été a du mal à rendre la région riante. Fareberswiller est l'une de ces cités, comme on peut en voir beaucoup en Lorraine. Coincée entre Forbach et Merlebach, Fareberswiller abrite 9500 personnes. Beaucoup sont au chômage, 80% sont immigrés. Ici, Un été au ciné est une aubaine. Les plus proches cinémas, ils proposent généralement des films identiques, sont à 10 km. Un été au ciné, c'est essayer de montrer que le cinéma c'est autre chose qu'un simple produit culturel, donc qui est aussi un facteur d'insertion sociale. Tous les gamins de la cité sont au rendez-vous. Au programme ce soir, faire kiffer les anges, un documentaire sur le hip-hop, né dans la banlieue américaine du Bronx, désormais mouvement culturel à part entière. Le sujet est familier, mieux encore, un musicien et du voyage.
Tu veux que je te dise ça, là, ce que tu vois là, ça coûte 2000 francs. T'as quel âge? 10 ans. Eh ben, dans 20 ans, tu pourras t'en acheter un. 20 ans. Parce que j'ai attendu 30 ans pour m'en acheter un. Doté d'une salle improvisée entre les immeubles, Farrebersviller a désormais des airs de cinéma Paradiso. C'était vraiment bien pour faire réfléchir les jeunes. C'était vraiment bien fait, quoi. Parce que c'est des jeunes comme nous, ceux-là. Ils étaient dans la même misère que nous, même galère. L'écran replié, la danse s'improvise. Une fête toute simple qui ferait presque oublier que dans ces cités-là, les vacances d'été ne durent parfois qu'un soir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météorologiques par Isabelle Martinet. Il y aura des orages en montagne, très beau temps ailleurs. Les températures restent très chaudes. Puis le point route par Valérie Maurice. 20h50, des trains pas comme les autres. Documentaire de François Gall et Bernard Dabrijon. Ce soir, voyage en Birmanie. 23h40, le dernier journal par Laurence Ostolaza. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Yannick Le Tranchant recevra Ranjit Sethi, ambassadeur de l'Inde en France. Demain à 20h, en ce lieu et place, vous retrouvez Bruno Mazur. Excellente soirée à tous sur France 2. Voyager par le train.